VOA Afrique. Bonjour à tous. Ce jeudi, nous parlons de l'esclavage sous toutes ses formes et sur tous les continents, de l'Afrique jusqu'à l'Asie en passant par l'Europe, avec un invité de marque, un activiste emblématique de la lutte contre l'esclavagisme dans son pays. Bienvenue dans Washington Forum. Biram Da Abeid, figure mauritanienne de la lutte contre l'esclavage, libérée après 20 mois de prison, alors qu'au moins 14 membres de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, ont été arrêtés cette semaine à Nouakchott. La Mauritanie tient-elle un double discours avec sa loi anti-esclavage? Quelle est la situation ailleurs dans le monde? C'est tout de suite dans Washington Forum. Washington Forum. L'esclavagisme est inscrit dans l'histoire de l'humanité de façon permanente depuis la nuit des temps. Est-ce à dire que cela doit durer encore de nos jours? C'est encore le cas, du moins en Mauritanie, comme l'illustre ce reportage de Sahara Media avec un récit signé Arzouma Compaoré. Fatima et sa famille étaient forcés de travailler sans paye ou soins médicaux adéquats. Une pratique qui remonte à des siècles en Mauritanie où le groupe ethnique Haratine, généralement de race noire, connaît une discrimination de la part des morts blancs. Mes maîtres m'ont privé de tout. Ils m'empêchaient d'aller me soigner quand je tombais malade, ils privaient mes enfants et moi de toute scolarisation. Nous sommes illettrés, nous ne connaissons même pas comment faire la prière. Pendant ma captivité, je ne faisais que travailler gratuitement. On ne me donnait rien en contrepartie, sauf un voile, annuellement, pour me couvrir. Les associations travaillant à éradiquer l'esclavage affirment que lorsqu'elles attirent l'attention des autorités locales sur des cas comme celui de Fatima, leur réponse est souvent expéditive. Quand nous avons appris à travers nos agents qu'une famille vivait sous le joug de l'esclavage au fin fond du pays, nous avons contacté immédiatement le gouverneur de la région où vivait cette famille. Le gouverneur, pour dire vrai, a réagi rapidement à notre plainte. Il a donné ses instructions aux gendarmes de faire une enquête rapidement. Les gendarmes ont arrêté les maîtres esclavagistes et les membres de la famille esclave et ils les ont amenés au procureur pour achever la procédure juridique. Pourtant, le Parlement mauritanien a adopté l'an dernier une loi reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité, matérialisant ainsi un progrès et une procédure régulière, affirme le ministre des Droits de l'Homme. Il y a eu la création de plusieurs cours spécialisés dans la lutte contre les séquelles de l'esclavage. Et ces cours n'ont pas été seulement installés à Nouakchott, ils ont été installés également à l'intérieur du pays pour permettre une meilleure proximité des juridictions des justiciables. Les activistes anti-esclavagistes soutiennent que les tribunaux ne font pas assez pour appliquer les lois existantes. Le rapport du département d'État américain indique que le gouvernement mauritanien n'arrive pas à établir des procédures pour identifier les victimes. Avec nous sur ce plateau, la présence exceptionnelle de Biram Da Abeid. Vous êtes une des figures emblématiques de la lutte contre l'esclavagisme dans votre pays, la Mauritanie. Vous avez reçu plusieurs prix pour votre combat, notamment l'un avec le State Department ici aux États-Unis, remis par les mains de John Kerry. Première question, on sait que la tradition en Mauritanie, c'est de donner le prénom plus Ould et le nom de famille. Il semblerait que vous ayez enlevé le Ould. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ce qui veut dire fils de, normalement. Je voudrais d'abord exprimer cette pensée pour mes 14 amis incarcérés injustement. On va revenir sur ça. Mais juste on voulait comprendre. On va revenir sur ça, mais juste on voulait comprendre. Votre nom a été amputé. Vous avez amputé vous-même le Ould de votre nom. Pour quelle raison? Pour des raisons de simplicité. D'accord, très bien. Donc, vous avez été incarcéré il y a un peu plus de 20 mois. Le 17 mai dernier, vous avez été libéré. Est-ce qu'on peut revenir sur les conditions de votre arrestation? Pour quelles raisons est-ce que vous avez été arrêté? J'ai été arrêté parce que je suis le chef de file
d'une organisation populaire, très populaire, une organisation pacifique, qui a un mode d'action pacifique, un mouvement d'idées qui lutte contre l'esclavage, contre le racisme, contre l'injustice, pour les droits de l'homme. Et mon arrestation est due à mon exigence que l'État mauritanien applique les lois qu'il a édictées contre l'esclavage et les conventions qu'il a ratifiées contre l'esclavage et les autres formes d'injustice. Mais dans quelles conditions ça s'est déroulé ? Cette exigence populaire rend les dirigeants de la Mauritanie dangereux et leurs réactions dangereuses. Donc justement, leur réaction, ça a été de vous arrêter, mais dans quelles conditions est-ce que vous avez été arrêté ? C'était une manifestation ? C'était en privé ? C'était en privé. Nous n'étions pas en manifestation lorsque nous étions arrêtés. La manifestation ou la caravane a duré une semaine. Elle a quitté Bogué pour arriver à Rosso sur une ligne de route où il y a le travail, il y a des domaines agricoles qui ont été... Rosso, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Oui, il y a des domaines agricoles qui ont été expropriés au détriment des populations noires et haratines, au profit de membres de l'agrobusiness arabo-berbère. Et ces populations se sont retrouvées dans un déniement total, parce que tout ce qu'ils possédaient, c'est leurs terres qu'ils avaient aménagées depuis la nuit des temps. Et nous sommes élevés en tant qu'organisation des droits de l'homme contre l'esclavage, cet esclavage agricole, ces expropriations foncières à caractère racial. Et la caravane était terminée et les membres de la caravane ont été arrêtés à Rosso. Vous étiez combien à être arrêtés ce jour-là ? Et moi, je n'étais pas dans la caravane, mais j'étais venu pour discuter avec les chefs de la gendarmerie pour chercher une issue. Mais apparemment, les autorités me tendaient un guet-apens. Ils voulaient m'arrêter et ils m'ont arrêté. Vous êtes arrêté, vous vous retrouvez incarcéré. Ça dure un peu plus de 20 mois. Depuis, vous avez été libéré. Comment s'est passée votre détention ? Est-ce que vous avez eu des échanges avec les autorités ? Est-ce que c'est une négociation ? Est-ce que votre libération est le fruit d'une négociation ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été libéré ? Non, nous avons été arrêtés dans des conditions extrêmement difficiles. Vous étiez combien ? Nous étions 9 personnes. 9 personnes de votre mouvement. De notre mouvement, et une personne en dehors de notre mouvement. Mais on a subi la torture morale, la torture physique, on a subi les dénis de la justice, la violation de tous nos droits en tant que prisonniers. Ça veut dire que pendant 20 mois... La violation aussi des procédures judiciaires. Pendant 20 mois, vous n'avez pas eu d'avocat. On nous a transféré plusieurs fois de notre territorialité, de notre tribunal territorial vers d'autres tribunaux, vers des prisons beaucoup plus dures, beaucoup plus enclavées. Et les militants de notre organisation qui manifestaient toujours pacifiquement pour réclamer notre libération, pour réclamer l'application de la loi, ont été violemment réprimés et toujours incarcérés dans les cachots, torturés par la police. Est-ce que pendant votre détention, vous avez pu vous entretenir, recevoir la visite d'ONG de défense des droits de l'homme ou de d'autres instances? Par exemple, je pense à Amnesty International qui devait être avec nous, mais nous avons quelques difficultés à les joindre. Est-ce que vous avez été en contact avec des organismes comme celui-ci? Bien sûr que des organisations comme Amnesty, surtout Amnesty International, nous a rendu visite en prison, nous a soutenus, comme d'habitude. Il nous a adoptés comme des prisonniers d'opinion. Mais je voudrais dire aussi que, bien sûr, au cours de notre incarcération, certaines personnes qui prétendent être des émissaires venant de l'autorité supérieure sont venus s'entretenir avec nous, mais nous avons posé nos conditions. Mais qu'est-ce qu'ils vous voulaient justement? Qu'est-ce qu'elles vous voulaient, les autorités mauritaniennes? Ils prétendaient qu'ils voulaient avoir un terrain d'entente avec le pouvoir en Mauritanie et mettre fin à la situation conflictuelle entre l'Irak et le pouvoir en Mauritanie. Mais nous, on a dit que
il n'y a pas de raison pour le pouvoir d'être en situation conflictuelle avec nous. Parce que nous sommes un mouvement pacifique qui est respectueux de la légalité nationale et de la légalité internationale. Et que notre exigence est légitime, c'est l'application des lois sur l'esclavage et la création d'un environnement de démocratie et d'état de droit où toutes les personnes se sentent libres et égaux. Et on a dit que c'est ça notre exigence et on ne peut pas faire un pas avec le pouvoir tant qu'il n'a pas accédé à ces exigences et qu'il les a respectées. Alors justement, depuis que vous avez été libéré, est-ce que vous avez eu des échanges avec le gouvernement mauritanien? Est-ce qu'il y a des autorités, je pense notamment à la présidente de la Commission des droits de l'homme, est-ce que vous l'avez rencontrée? Est-ce qu'il y a eu des discussions? Vous n'êtes pas dans le fait des choses en Mauritanie. La Commission nationale des droits de l'homme, le commissariat aux droits de l'homme, et cette institution du mécanisme contre la torture, toutes ces organisations où sont placés des laudateurs du pouvoir qui tirent les ficelles, qui ne connaissent rien aux droits de l'homme et qui ne sont pas respectés des droits de l'homme et qui sont là pour faire l'éloge du système en contrepartie de subsides, de postes politiques, de sinécures et d'argent. Donc vous n'êtes pas dans la situation d'institutions dirigées par des personnes d'institutions indépendantes, dirigées par des personnes indépendantes qui défendent les valeurs des droits de l'homme. Ces institutions ne sont pas dirigées par des gens qui défendent les valeurs des droits de l'homme. Effectivement, on n'est peut-être pas très au fait, mais en tout cas, ce sont des questions légitimes pour ceux qui voient la Mauritanie de l'extérieur et qui pensent que c'est une question de bon sens que vous avez bien fait de poser ces questions pour qu'on ait l'occasion de répondre. Avec le gouvernement mauritanien que nous avons essayé de joindre, mais pour cause d'Aïd, malheureusement, nous n'avons pas réussi à avoir les autorités au téléphone. Autre question, pourquoi la Mauritanie est un cas aussi particulier, notamment en Afrique de l'Ouest? Donc votre mouvement, c'est celui de IRA Mauritanie. Vous me disiez qu'il existe au Mali, au Tchad, au Niger, mais il y a une différence, semble-t-il. Laquelle? Non, ce n'est pas notre mouvement tel qu'il existe au Niger. C'est d'autres mouvements maliens, nigériens, tchadiens, soudanais qui luttent contre l'esclavage dans ces pays. J'ai dit qu'il y a une similitude avec la Mauritanie dans le sens que dans tous les pays où il y a une rencontre, un frottement entre les populations arabes ou berbères, touaregs, d'une part, et d'autre part entre les populations noires, subsahariennes, il existe cette forme d'assujettissement et d'esclavage. Mais en Mauritanie, le phénomène est beaucoup plus emblématique parce que contrairement à ces pays que nous venons de citer, l'ethnie des esclaves ou les populations esclaves sont majoritaires en Mauritanie et la minorité qui continue à fonder son mode de vie sur l'esclavage détient le pouvoir. Et son code d'honneur est fondé sur l'esclavage, son mode de vie est fondé sur l'esclavage et il y a l'aile d'extrême droite des hommes politiques et des leaders tribaux et religieux arabo-berbères sont dans le camp du pouvoir seulement si le pouvoir obtempère à laisser l'impunité ambiante sur les pratiques esclavagistes qu'ils pratiquent eux-mêmes. Et c'est pourquoi le pouvoir est obligé de défendre le mode de vie des milieux desquels il tire sa légitimité politique. Parce que le pouvoir en Mauritanie est un pouvoir militaire, ce n'est pas un pouvoir démocratique qui est arrivé au pouvoir par les urnes. Et donc sa seule légitimité qu'il tire, c'est le soutien indéfectible dont il bénéficie de la part des chefs religieux, des lignages tribaux qui sont esclavagistes. Et il est obligé de respecter ici une tradition de la France coloniale, car la France coloniale avait eu des pactes solides mais non écrits avec les dignitaires tribaux et religieux arabo-berbères pour tolérer leurs pratiques esclavagistes. Donc, nous sommes dans la continuité de l'État mauritanien qui a existé depuis... C'est une suite de l'histoire. Alors justement, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et notamment, on va revenir à l'actualité avec ces 14 arrestations d'activistes à Nouakchott. Et on me dit qu'on a en ligne Alioune Tine, le directeur de Amnesty International.
On devrait la voir par Skype d'ici peu. Une dernière question rapidement avec vous, avant qu'on donne la parole à Alioune. Le 13 août 2015, la loi sur l'esclavage, du moins pour lutter contre l'esclavage, est votée. Des changements depuis? Non, pas du tout. Le gouvernement mauritanien édicte des lois contre l'esclavage pour apparaître comme fréquentable du point de vue aux yeux de la communauté internationale, mais jamais ces lois n'ont été appliquées. Les lois sont de plus en plus dures contre les esclavagistes sur le papier, mais ceux qui partent en prison, ce sont ceux qui combattent l'esclavage, pas ceux qui pratiquent l'esclavage. C'est une tradition en Mauritanie et le pouvoir en Mauritanie devient très dangereux quand on lui parle d'application des lois sur l'esclavage. C'est pourquoi nous partons en prison. Alioune, vous êtes en ligne avec nous depuis Dakar. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Alioune, visiblement, on a encore quelques difficultés avec Dakar. Alioune, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Bonsoir Alioune, merci de nous rejoindre dans cette discussion. Je vais avoir une question rapide pour vous, puisque l'émission avance assez vite. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'Amnesty International aujourd'hui a des nouvelles de ces 14 activistes, notamment de IRA Mauritanie, qui ont été arrêtés? Est-ce qu'on en sait plus? On n'en sait pas beaucoup, parce que les gens ont été détenus en secret. Et à ma connaissance, ils n'ont pas accès ni à un avocat, ni à leur famille, ni même à un médecin en cas de besoin. Ce qui fait qu'on est extrêmement préoccupé par cette situation à Amnesty International. Est-ce que vous avez eu des échanges avec les autorités mauritaniennes jusqu'à présent sur cette affaire? Mais écoutez, sur cette affaire, nous n'avons plus d'échanges avec les Mauritaniens. Mais il n'y a pas si longtemps, on a rencontré le président de la République lui-même avec le secrétaire général d'Amnesty International, M. Salil. Et le président de la République nous a quand même tenu un discours pour dire qu'ils allaient respecter les recommandations d'Amnesty International, surtout concernant la libération justement des détenus, concernant également le fait de reconnaître l'association IRA, l'association des quand même activistes anti-esclavagistes, parce qu'ils sont soumis à un harcèlement pratiquement permanent, judiciaire. Il n'y a pas si longtemps qu'on a libéré Biram et son adjoint. Et aujourd'hui, sous prétexte effectivement qu'il y a eu des problèmes dans le quartier de Tsar, on est allé prendre et décapiter carrément toute l'organisation. Nous sommes très profondément préoccupés parce que c'est une violation du droit à l'association. Et c'est une violation également de la liberté d'expression. Effectivement, on va continuer de suivre ce dossier. C'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la suite de Washington Forum. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. De retour dans ce Washington Forum, dans cette deuxième partie, nous abordons l'esclavage moderne qui sévit bien au-delà des frontières du continent africain. Selon le dernier rapport de la fondation australienne Walk Free, il y aurait près de 46 millions d'esclaves dans le monde, principalement en Inde, en Chine et au Pakistan. L'organisation veut pousser les gouvernements à agir pour mettre fin à un système qui n'épargne pas les enfants. Reportage Zlatica Hawk avec un récit d'Anastasie Tudièche. L'Inde, la plus grande démocratie au monde. 1,2 milliard d'habitants, dont 800 millions d'électeurs potentiels. C'est aussi le pays qui compte le plus d'esclaves au monde. Plus de 18 millions, selon le dernier index Global Slavery.
En Inde, certaines formes d'esclavage sont héréditaires. Les Indiens luttent pour s'en débarrasser, mais c'est un lourd héritage du passé. L'index, régulièrement publié par la fondation australienne Walk Free, répertorie à travers 160 pays le travail forcé, la servitude pour dette, le mariage forcé et l'exploitation sexuelle. D'abord, il y a un individu immobilisé, soit on lui a confisqué son passeport, soit lui ou sa famille sont menacés de violence. Il est alors coincé, puis traité comme un animal. Près de 60% des esclaves modernes vivent aujourd'hui en Asie. Après l'Inde, viennent la Chine et le Pakistan. Dans ces usines de briques au sud du Pakistan, ces hommes, ces femmes et ces enfants travaillent pour un salaire qu'ils ne verront jamais. Nous avons dû contracter un emprunt pour nourrir nos enfants. Je dois 40 à 50 000 roupies. Cette dette ne s'arrêtera qu'à ma mort à cause de l'inflation. L'employeur retient la totalité de leurs avoirs pour éponger la dette. Il ne leur fournit que la nourriture. Un cas de figure que l'on retrouve un peu partout dans le monde. Le travail forcé est une problématique internationale. Travailleurs migrants, employés des maisons, mais aussi ouvriers sur les chantiers de construction peuvent en être victimes. Certains États l'imposent systématiquement, comme la Corée du Nord ou l'Ouzbékistan dans ces champs de coton. Les défenseurs exhortent les entreprises à s'assurer que leurs partenaires agissent conformément aux lois du travail. Ils ajoutent que seule une campagne gouvernementale concertée pourra provoquer les changements attendus. Toujours avec nous sur ce plateau, la présence exceptionnelle de Biramda Abeid, activiste emblématique de la lutte contre l'esclavage. Depuis Paris, en direct avec nous par Skype, Sylvie Audy, vous êtes vice-présidente du comité contre l'esclavage moderne. Première question pour vous, Madame Audy, une définition de ce qu'est l'esclavage moderne pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, aujourd'hui. Je suis là. Madame Audy, on voulait savoir quelle est aujourd'hui la définition de l'esclavage moderne. Oui, qu'est-ce qu'on appelle l'esclavage moderne? Il y a plusieurs formes d'esclavage contemporain. Il y a à la fois la traite des êtres humains à des fins sexuelles, mais surtout la traite des êtres humains à des fins de travail forcé, d'esclavage domestique, de mendicité forcée, éventuellement de trafic d'organes. Ce sont des définitions sur lesquelles qui sont reconnues internationalement par l'ONU et par le Conseil de l'Europe. Alors justement, quelles sont les actions que, par exemple, un comité comme le vôtre peut mettre en place concrètement? Alors concrètement, nous venons en aide, en soutien, en accompagnement aux victimes des formes contemporaines d'esclavage par le travail forcé, c'est-à-dire l'esclavage domestique, le travail sur les chantiers, le travail dans le monde rural. Et donc nous les accueillons, nous leur trouvons un hébergement et nous les aidons pour les besoins primaires, manger, dormir, se soigner. Et nous les aidons et nous leur conseillons en fait de faire des procès à leurs exploiteurs. Alors Madame Audy, est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre un petit peu ou de suivre le parcours de notre invité qui est en plateau avec nous et qui nous parlait du cas de la Mauritanie, qui est un cas très particulier où c'est avant tout un héritage colonial qui s'est perpétué, plus la tradition. Est-ce que c'est ce que vous retrouvez dans les cas que vous traitez dans les différents pays dans lesquels votre organisation intervient ? Écoutez, je connais Biram puisque j'ai participé à des débats avec lui et je le salue parce que c'est un travail extraordinaire. Ce que nous voyons Nous avons quelques difficultés avec le Skype depuis Paris. Nous allons essayer de vous retrouver tout de suite après. Elle vous connaît, elle connaît votre combat, votre parcours. Je suppose que pour toutes les organisations de défense des droits humains ainsi que de traite de l'esclavage, c'est un monde qui se fréquente beaucoup. On parlait de cette histoire coloniale, de ces histoires de caste, de traditions lourdes.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui pèse sur la Mauritanie et sur les autres pays? Ça fait partie des pesanteurs en Mauritanie et dans d'autres pays qui sont presque dans la quasi-situation de la Mauritanie ou d'autres sociétés en Afrique du Sahel-Sahara. Je salue au passage ma collègue. Et je dis qu'en Mauritanie, il y a aussi cette présence de caste. La société est hiérarchisée sous forme de caste. Et l'État même aiguise ce sentiment où les gens de caste vont se sentir des citoyens de seconde zone par rapport à certaines personnes bien nées, en guillemets. Et donc la discrimination sous cette forme est très forte dans le gouvernement, dans toute l'administration et devant toutes les institutions où il y a lieu de choisir les personnes officiellement par la compétence. Mais en vérité, on choisit les personnes selon la caste, que ce soit dans les postes gouvernementaux ou dans les différents privilèges. Et il semblerait qu'il y ait et justement dans les castes, c'est inamovible, on ne peut pas passer d'une caste à l'autre. Oui, il y a une discrimination matrimoniale très forte, c'est-à-dire les Haratines sont enfermés par ceux qui prétendent être des Arabes, que les Haratines sont des Arabes, les Arabo-berbères qui prétendent que les Haratines sont des Arabes comme eux. Mais néanmoins, ils les enferment dans des castes endogames. Et même il y a une discrimination dans l'espace. Par exemple, la communauté que les autorités ont tenté d'expulser l'autre jour, le 29 juin, ce qui a occasionné des violences entre la police et cette communauté. Toute la communauté est composée de Haratines. D'où les arrestations. L'État a voulu les déloger pour donner tout ce terrain où vivaient 400 à 450 familles pour une seule personne arabo-berbère qui est par ailleurs très riche et qui n'a pas besoin de demeure, alors qu'ils n'ont pas de demeure. Ces arrestations ont été très violentes et il y a des dizaines de cette communauté haratine qui vivaient dans ces lieux sont maintenant en prison, personne n'en parle. Il y a les détenus de Irak qui ont été arrêtés chez eux et mis en cachot sans aucune connaissance de leurs médecins, ni de leurs avocats, ni de leur famille. Mais il y a aussi des dizaines de membres de la communauté haratine qui sont emprisonnés suite à ces événements et personne n'en parle. Alors beaucoup de réactions, on essaye d'en parler ici sur VOA Afrique et beaucoup de réactions sur Facebook comme d'habitude. Alphonse Bouaki à Kinshasa, au Qatar, en préparatif du mondial sur les chantiers des nouveaux stades, des travailleurs migrants sont utilisés dans des conditions d'esclaves. L'OIT et les agences humanitaires de l'ONU ont décrié ce comportement du Qatar violant les lois internationales de traitement des salariés. Autre réaction, celle de Kimberly Banks. Dans les monarchies du Golfe, beaucoup de femmes philippines travaillent comme des domestiques, sont dans des conditions de travail d'esclaves. Ou encore Abdourahmane Kourouma à Conakry, non à l'esclavage, peu importe où. Madame Sylvie Audy, vous êtes toujours avec nous. Un petit mot de Absolument. la fin, c'est déjà la fin de cette émission. Un dernier mot sur l'esclavage moderne avec vous. Écoutez, on parlait d'esclavage domestique, c'est effectivement un phénomène qui existe vraiment en France, vis-à-vis des femmes philippines, mais vis-à-vis aussi de femmes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest ou du Maghreb. Nous avons accompagné plus de 200 procès pour aider ces femmes à retrouver leurs droits et à se reconstruire. Nous avons traduit l'État français 2 fois devant la Cour européenne des droits de l'homme et par 2 fois, il a été condamné dans des affaires d'esclavage domestique. Finalement, il y a eu une loi en août 2013. Rapidement, Madame Sylvie Audy, c'est déjà la fin de cette émission, mais en tout cas, on aura retenu que vous êtes très actif et que le combat ne s'arrête pas, ni en Mauritanie. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à votre présence exceptionnelle. Toute l'équipe technique, Clédou FM, Akai et Koulikoro qui diffusent Washington Forum. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.